Le chapitre 14. Le début d'une sombre période économique. En tant que chef économiste de Maine, non seulement avais-je la charge de tout un département, avec la responsabilité des études que nous effectuions partout sur le globe, mais je devais également être au fait de toutes les nouvelles théories et tendances économiques. En ce début des années 70, l'économie internationale subissait plusieurs changements majeurs. Dans les années 60, un groupe de pays avait formé l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, en réaction contre le pouvoir des grandes compagnies de raffinage. La situation en Iran fut aussi un facteur important. Même si le Shah devait sa position et peut-être même sa survie à l'intervention clandestine des États-Unis contre Mossadegh, ou peut-être justement à cause de cela, il était bien conscient que le vent pouvait tourner à n'importe quel moment. Les dirigeants des autres pays riches en pétrole en étaient également conscients et partageaient sa paranoïa. Ils savaient également que les quelques compagnies pétrolières dominantes, appelées les Sept Sœurs, s'entendaient pour garder au plus bas le prix du pétrole et donc les sommes qu'elles versaient aux pays producteurs afin de faire de plus gros bénéfices. On fonda donc l'OPEP en guise de riposte. La situation atteignit un point critique au début des années 70 lorsque l'OPEP fit capituler les géants industriels. Une suite d'actions concertées qui se termina en 1973 par un embargo pétrolier se manifestant par de longues files d'attente aux stations d'essence des États-Unis menaça d'entraîner une catastrophe économique de l'ampleur de la dépression des années 30. Ce choc systémique fut d'une magnitude inconcevable pour l'économie des pays développés. La crise pétrolière n'aurait pu survenir à un pire moment pour les États-Unis. Le pays était en proie à la confusion, à la crainte et au doute, se relevant à peine d'une guerre humiliante au Vietnam et de la déchéance d'un président sur le point de démissionner. Les problèmes de Nixon ne se limitaient pas à l'Asie du Sud-Est ni au Watergate. Il était apparu sur la scène à une époque qui, rétrospectivement, serait considérée comme le début d'une ère nouvelle pour la politique et l'économie mondiale. En ces années-là, ce sont les petits, dont les pays de l'OPEP, qui avaient le dessus. J'étais fasciné par les événements mondiaux. Bien que la corporatocratie me procurât mon gagne-pain, je me réjouissais secrètement de voir mes maîtres se faire remettre à leur place. Cela apaisait sans doute ma culpabilité. Je croyais apercevoir dans les coulisses l'ombre de Tom Paine applaudissant l'OPEP. Personne ne pouvait alors se rendre compte de l'impact réel qu'aurait l'embargo. Bien sûr, nous émettions des hypothèses, mais nous ne pouvions comprendre ce qui est devenu évident depuis. Nous savons maintenant que le taux de croissance économique qui suivit le choc pétrolier fut environ la moitié de celui qui prévalait dans les années 50 et 60 et que cette croissance eut lieu dans le contexte d'une plus forte poussée inflationniste. Comme elle fut structurellement différente et ne généra pas autant d'emplois, le chômage monta en flèche. Pour couronner le tout, le système monétaire international fut fortement ébranlé par l'effondrement du réseau de taux de change fixe qui prévalait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, je discutais souvent de toutes ces questions avec des amis à l'heure du lunch ou en prenant une bière après le travail. Certains travaillaient pour moi, mon personnel comptait des hommes et des femmes très intelligents, presque tous assez jeunes et, pour la plupart, des libres penseurs, du moins selon les normes conventionnelles. D'autres faisaient partie de groupes de réflexion ou enseignaient à l'université locale, et l'un était assistant d'un membre du Congrès. Il s'agissait de rencontres informelles, où nous n'étions parfois que deux, mais très souvent une bonne douzaine de participants. Les discussions y étaient très animées. Quand j'y pense aujourd'hui, je suis embarrassé par le sentiment de supériorité que j'avais à l'époque. Je savais des choses que je ne pouvais partager. Mes amis faisaient étalage de leurs références, contacts à Beacon Hill ou à Washington, doctorat et chaires professorales, et je leur répondais en ma qualité de chef économiste d'une importante firme de consultation qui voyageait en première classe. Je ne pouvais toutefois rien dire de mes rencontres privées avec des hommes comme Torrijos, ni de la manipulation que nous exercions sur des pays de tous les continents. C'était pour moi à la fois une source d'arrogance intérieure et de frustration. Lorsque nous parlions du pouvoir des petits, je devais faire preuve de beaucoup de retenue. Je savais ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait deviner. Jamais la corporatocratie, avec sa bande d'assassins financiers et les chacals qui attendaient dans l'ombre, ne permettrait aux petits de prendre le contrôle.
Je n'avais qu'à penser à ce qui était arrivé à Arbenz et à Mossadegh et, plus récemment, au président démocratiquement élu du Chili, Salvador Allende. En fait, je me rendais compte que l'emprise de l'empire global se renforçait de plus en plus, malgré l'OPEP, ou plutôt, comme je le soupçonnais alors, mais n'en eus la preuve que plus tard, avec l'aide de l'OPEP. Nos conversations portaient souvent sur les similitudes entre le début des années 70 et les années 30. Celle-ci avait marqué un tournant pour l'économie internationale, modifiant la façon que l'on avait de l'étudier, de l'analyser et de la percevoir. Cette décennie ouvrit la porte à l'économie keynésienne et à l'idée que le gouvernement devait jouer un rôle majeur dans la gestion des marchés et la fourniture de certains services, comme les soins de santé, les indemnités de chômage et d'autres formes d'aide sociale. On s'éloignait des vieilles prémices selon lesquelles les marchés s'autoréglementaient et l'intervention de l'État devait être minimale. La dépression eut pour résultat la nouvelle donne, ainsi que des politiques promouvant la réglementation économique, la manipulation financière gouvernementale et l'application intensive de politiques fiscales. De plus, tant la dépression que la Deuxième Guerre mondiale menèrent à la création d'organisations comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, entre parenthèses le GATT. Les années 60 furent une décennie cruciale pour cette période et pour le passage de l'économie néoclassique à l'économie keynésienne. Cela se passait sous les administrations de Kennedy et de Johnson, et l'homme qui exerça sans doute alors la plus forte influence fut Robert McNamara. McNamara était souvent présent à nos discussions, virtuellement bien sûr. Nous avions tous suivi son ascension météorique vers la gloire alors qu'il était passé de la direction de la planification et de l'analyse financière chez la compagnie Ford Motor en 1949 à la présidence de Ford en 1960, étant d'ailleurs le premier chef de cette compagnie à ne pas faire partie de la famille Ford. Peu de temps après, Kennedy le nomma secrétaire à la Défense. McNamara devint un ardent défenseur d'une approche keynésienne du gouvernement, utilisant des modèles mathématiques et des statistiques pour déterminer le niveau des troupes, l'allocation de fonds et diverses autres stratégies pendant la guerre du Vietnam. Sa défense d'un leadership agressif devint la marque non seulement des gestionnaires gouvernementaux, mais aussi des directeurs de compagnie. Elle fut la base d'une nouvelle approche philosophique de l'enseignement de la gestion dans les meilleures écoles de commerce du pays, et elle finit par donner naissance à cette nouvelle race de PDG qui dirigerait la course à l'empire global. Alors que nous discutions ainsi des événements mondiaux, nous étions particulièrement fascinés par le rôle de McNamara comme président de la Banque mondiale, un emploi qu'il avait accepté peu de temps après avoir quitté son poste de secrétaire à la Défense. Pour la plupart de mes amis, il symbolisait ce qu'on appelait alors le complexe militaro-industriel. Il avait occupé successivement le plus haut poste d'une grande compagnie, celui d'un cabinet gouvernemental, et maintenant celui de la plus puissante banque du monde. Une telle entorse à la séparation des pouvoirs en terrifiait plusieurs. J'étais sans doute le seul du groupe à ne pas en être surpris le moins du monde. Je m'aperçois maintenant que la plus grande et la plus sinistre contribution de Robert McNamara à l'histoire fut de faire de la Banque mondiale un agent de l'empire global à une échelle jamais vue jusque-là. Il a aussi établi un précédent. Son aptitude à combler les vides entre les principales composantes de la corporatocratie serait affinée davantage par ses successeurs. Par exemple, George Shultz fut ministre des Finances et président du Conseil de politique économique sous Nixon. Il fut ensuite président de Bechtel, puis devint secrétaire d'État sous Reagan. Caspar Weinberger fut vice-président et conseiller général de Bechtel et plus tard secrétaire à la Défense sous Reagan. Richard Helms fut directeur de la CIA sous Johnson, puis devint ambassadeur en Iran sous Nixon. Richard Cheney fut secrétaire à la Défense sous George H.W. Bush, puis président de Halliburton et enfin vice-président de George W. Bush. Même un président des États-Unis, George H.W. Bush, débuta comme fondateur de Zapata Petroleum Corp., fut ambassadeur aux Nations Unies sous les présidents Nixon et Ford et fut ensuite directeur de la CIA sous Ford. Avec du recul, je suis étonné de l'innocence qui régnait à l'époque. Sous plusieurs aspects, nous étions encore prisonniers des anciennes méthodes d'édification d'empire.
Kermit Roosevelt nous en avait montré une meilleure quand il avait fait renverser un démocrate iranien pour le remplacer par un roi despotique. Nous, les assassins financiers, nous poursuivions plusieurs de nos objectifs dans des pays comme l'Indonésie et l'Équateur, et pourtant le Vietnam constituait un exemple étonnant de notre facilité à retomber dans les vieux modèles. Mais le principal membre de l'OPEP, l'Arabie saoudite, allait changer tout cela.